L'Ayurveda Sourire, une émission présentée par Gwenaëlle Battard, praticienne en médecine ayurvédique, herbaliste, auteure et conférencière. Bonsoir mes délicieuses pépites et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission L'Ayurveda Sourire. Aujourd'hui, nous allons parler de toute la magie de qui nous sommes en nous intéressant à nos différents corps et à leurs perturbations. En Ayurveda, on a 3 corps et 5 enveloppes qui sont totalement interconnectées, ce qui nous rend particulièrement riches et complexes. Nous jouissons d'une véritable anatomie cosmique, de couches intermédiaires qui relient le corps à l'univers. Mais les troubles du corps physique proviennent toujours des troubles de l'esprit, donc d'un déséquilibre du corps subtil et de sa force vitale, de son prana. Ce que nous sommes aujourd'hui et notre état de bien-être sont souvent le résultat d'une multitude de facteurs, d'empreintes énergétiques, de mémoires qui sont parfois même karmiques, que nous portons. Notre équilibre holistique, donc l'équilibre du corps, de l'esprit et de l'âme, peut être grandement influencé par l'environnement extérieur quand l'alignement s'étiole et que le dysfonctionnement s'installe. Pour parler de ce sujet passionnant, j'ai la joie d'avoir avec moi ce soir un homme très spécial, un homme éclectique pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Il est radiesthésiste et énergéticien. Il travaille principalement avec des baguettes de sourcier pour détecter les pollutions énergétiques aussi bien des êtres vivants que des lieux. Parmi ses nombreux outils, il y a aussi la gestalt, le dialogue intérieur et le chamanisme. Il anime des séminaires en intelligence émotionnelle et aussi des séminaires pour le MKP, le Mankind Project, qui accompagne les hommes dans leur aventure initiatique. C'est aussi un musicien, un luthier qui réaccorde la mélodie du corps et l'harmonie de l'âme. Bienvenue Christophe Depierre. Merci, bonjour à tous. Alors selon l'Ayurveda, nos 3 corps en fait sont le corps physique, le corps subtil ou astral et le corps causal ou karmique. Donc pour faire simple, je vais faire un gros raccourci parce que c'est un sujet qui est très très riche, mais ça vous permettra d'avoir une idée. Le corps physique correspond à notre enveloppe charnelle. Le corps subtil, c'est plutôt les pensées, les émotions, les rêves, les intuitions, les chakras et puis aussi une certaine forme de mental. Et le corps causal, qui est à l'origine des 2 autres, est le siège de l'âme incarnée. Une âme qui se manifestera aussi à travers les autres corps, bien sûr. Bon, en tout cas, si vous souhaitez rentrer dans le détail plus précisément de tous ces corps, j'en parle plus précisément dans mon livre, L'Ayurveda Sourire, quand la joie du cœur et la santé du corps, aux éditions Marie-Claire. Et en tout cas, pour rétablir l'harmonie, selon l'Ayurveda, on agit par la puissance de l'âme. L'âme qui régit tous les corps, mais surtout par sa présence dans les corps subtils et physiques. Donc on passe par le corps physique, la matière la plus grossière, pour aller à la racine des maux qui se trouvent dans des plans plus subtils des autres corps en fait. La guérison, elle provient vraiment de notre conscience, de notre réveil, parce que c'est elle qui permet à notre énergie divine de circuler correctement. Donc en fait, plus on est relié à soi, à sa vraie nature, à qui on est vraiment à l'intérieur, plus on est en équilibre. Alors vous, Christophe, quels sont les corps sur lesquels vous travaillez principalement, vous travaillez le plus ? Disons que j'ai une grille de lecture un tout petit peu différente de l'Ayurveda. Pour moi, il y a donc le corps physique, effectivement, le corps le plus grossier, comme vous le disiez, puis le corps émotionnel, donc ce qu'on appelle le corps astral, le siège des émotions et de tout ce qui s'y rapporte. Enfin, le corps mental, qui est donc le siège des pensées, du ressassement, voilà, tout ce qui est du mental. Et puis le corps causal, on va dire entre guillemets le corps spirituel, siège de notre âme aussi, d'après l'Ayurveda. Mm-hmm. Voilà, donc c'est un tout petit peu différent, mais ça se rejoint. Oui, en fait, c'est qu'il y a en énergétique, souvent il y a un mélange, de ce que nous on appelle les corps et les couches. Donc, c'est vrai que c'est une autre grille de lecture, mais finalement à la fin, on se rejoint, en effet. Oui, tout à fait. Et on agit sur ces différents corps, effectivement, pour garder l'harmonie du corps, de l'esprit et de l'âme. Et du coup, quels sont les corps sur lesquels vous travaillez le plus, vous ? Écoutez, je travaille en fait sur tous les corps. Les baguettes de sourcier, donc l'outil que j'utilise, permet de détecter tout ce qui parasite ou pollue les gens d'un point de vue énergétique.
et montre dans quel corps ça se situe en général. Donc je pars d'une demande précise de la personne, de quelque chose qui la dérange, qui la bloque ou qui se répète. Et je vais interroger les baguettes qui vont me donner des dates par rapport à la vie de la personne, qui vont m'indiquer des signes. Et en fait, très rapidement, on en arrive à remonter à la source du problème. Et la source du problème est très souvent dans les corps énergétiques. En tout cas, ça se manifeste dans le corps énergétique. Et donc les baguettes, qui sont un outil très sensible, permettent de montrer ça, en fait, de le mettre en lumière. J'appelle ça d'ailleurs éclairer l'invisible. C'est comme si on pouvait mettre de la lumière sur quelque chose qu'on ne voit pas, puisque a priori tout ce qui est énergétique ne se voit pas avec les yeux. On peut le mesurer par des outils ou autres. Mais donc les baguettes me permettent de détecter ça. Et comment se manifestent les déséquilibres, par exemple comment on peut voir qu'on a un déséquilibre dans le corps, ou comment vous sentez qu'il y a quelque chose en fait qui est déséquilibré avec les baguettes Alors, ça part toujours d'une demande. C'est une problématique dans la vie de la personne. Donc, elle peut être physique, elle peut être émotionnelle, elle peut être mentale, elle peut être spirituelle. Donc, je pars de ce blocage, de cette problématique. Et très vite, en fait, va se mettre en scène. C'est comme si ça se révélait avec les baguettes. La source du problème. En fait, je remonte à la source. D'ailleurs, c'est des baguettes de sourcier, comme son nom l'indique. Donc, on va remonter à la source du problème. Et souvent, cette problématique est, on va dire, engrammée, ou en tout cas existe dans les corps énergétiques. Et les baguettes le montrent très très bien, soit par des signes, soit par des... C'est très précis, en fait. Oui, parce que du coup, vous disiez que vous arrivez à retrouver des dates, des choses comme ça. Vous les questionnez et ça vous permet en fait d'avoir des indications précises. C'est-à-dire qu'en fait, quand la personne va exposer son problème, moi je demande s'il y a une date qui est signifiante par rapport à la problématique dans la vie de la personne. Donc quand la baguette me donne une date, je compte simplement, j'interroge la personne sur qu'est-ce qui s'est passé, mettons quand elle avait 18 ans, on va dire. Et il y a toujours un événement très particulier qui va mettre en lumière ça. Alors ça peut remonter aussi à la plus petite enfance. Mais en général, c'est comme si les baguettes avaient un accès à un champ d'information. En physique quantique, on parle des champs akashiques, qui sont une espèce de super mémoire de l'univers. Et donc on dirait que les baguettes savent précisément qu'est-ce qui se passe dans la vie de la personne, qui a pu être un des déclencheurs. Donc à partir de là, on commence à élaborer des choses avec des signes et d'autres dates. Et on arrive à comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait que la personne a cette problématique-là. Et une fois qu'on a compris ça, en fait, je teste sur quel corps énergétique ça se situe. En général, c'est très en lien. Si la personne, par exemple, a un problème émotionnel, c'est souvent dans le corps émotionnel. Si c'est des ressassements, des obsessions, des problématiques, c'est souvent dans le mental. Et quand c'est des problèmes plus de sens, on va dire, ou plus profonds, c'est souvent dans le corps causal. Donc voilà, c'est comme si ça me révélait un peu une information qui est a priori invisible pour les yeux, mais qui se ressent chez la personne. Donc elle peut le ressentir physiquement, émotionnellement, mentalement. Et qu'est-ce qui guide les baguettes en fait ? Est-ce que c'est la personne ? Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est une autre énergie ? Alors ça, c'est une bonne question. Je suis en train d'écrire un livre sur ça. Je n'ai pas de réponse toute faite, en fait. Je ne peux que proposer des champs de conscience, des ouvertures, en tout cas. Ce que j'ai élaboré pour l'instant, c'est qu'il y a une partie d'information qui vient de la personne, puisqu'en fait, la personne sait. Moi, je ne suis qu'un canal, on va dire, avec les baguettes. Je suis qu'un instrument. C'est pas moi qui fais. Moi, je suis, en fait, les baguettes. Donc, la personne a l'information. Et un de mes rôles, c'est de révéler l'information à la personne. Mais l'information qu'elle sait déjà. On dit d'ailleurs que ce qui est le plus difficile à savoir, c'est ce qu'on sait déjà. Il y a quelque chose comme ça. Donc, ça va chercher cette information. Une autre chose, c'est qu'il y a aussi moi qui réagis certainement de manière inconsciente avec des micro-mouvements qui font bouger les baguettes. Donc je réagis à une information que je reçois, une énergie, on va dire. Une autre théorie que j'ai, c'est que justement les baguettes auraient accès à ce champ d'information qu'on nomme le champ akashique ou autre, peu importe, tout ça ne sont que des noms. En tout cas, elle a une information précise pour la personne. Voilà. Après, il y a d'autres champs, mais là, ça serait que des suppositions. En tout cas, c'est les principales choses que j'ai comprises. C'est à la fois la personne qui sait et à la fois une information qui est là, qui est présente, que les baguettes, elles servent un peu, on pourrait dire, comme une antenne de radio. En fait, elles captent une information qui est déjà là et la mettent en lumière devant moi. Et qu'est-ce qui fait, du coup, qu'il y a certaines personnes qui sont plus ou moins vulnérables aux pollutions énergétiques ? Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, qui ont une influence ou
Alors, il y a plusieurs facteurs, effectivement. Il y a d'abord le vécu de la personne, c'est la principale source. Tout ce qui peut être traumatique ou en tout cas difficile pour la personne à vivre. Donc, très souvent, dans la petite enfance, on a beaucoup de gens ont vécu des choses difficiles ou traumatisantes pour elles. Donc ça crée en fait comme une déperdition, en tout cas un amoindrissement des corps énergétiques, ce qui fait qu'on devient poreux. En fait, c'est comme si on était poreux et que des pollutions potentielles pouvaient rentrer à ce moment-là dans les corps énergétiques. Donc, principalement, c'est les événements que la personne a vécus qui font qu'elle est en position de fragilité, un peu comme une maladie physique. Le système immunitaire, par exemple, qui baisse, une maladie peut rentrer. Donc, c'est un peu la même chose, mais d'un niveau énergétique. Et très souvent, quand il y a ces problématiques-là, il y a un trauma, il y a quelque chose de difficile qui a été vécu. Les baguettes trouvent la date, en fait, chez la personne. Alors, comment ça? Encore une fois, c'est une supposition. En tout cas, elle trouve cette date qui va montrer l'événement traumatisant où la personne a été en fragilité. Et effectivement, à cet endroit-là, potentiellement, peut rentrer quelque chose qui est parasitant. Voilà, et les pollutions sont de beaucoup d'ordre, ça, on pourra en parler, mais en tout cas, vraisemblablement, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une autre option aussi, ça serait tout ce qui est ce qu'on appelle le transgénérationnel, c'est-à-dire tout ce qui se transmet dans la lignée familiale. Donc on trouve aussi beaucoup de pollution quand les gens arrivent dans cette incarnation, on va dire, en tout cas dans la famille dans laquelle ils sont arrivés. Il y a les deux lignées, le père et la mère, et vraisemblablement la personne est influencée par tout ce qui est transgénérationnel. Donc ça, c'est pas nouveau, il y a beaucoup de tout ce qui est la psychogénéalogie, tout ça, on en parle très bien. En tout cas, les baguettes peuvent détecter ça aussi. Une troisième source, ça serait aussi ce qu'on appellerait des problèmes plus karmiques, c'est-à-dire des problèmes d'incarnation, avec potentiellement des gens qui auraient vécu d'autres vies. Alors après, ça, c'est selon les croyances de chacun. En tout cas, moi, ce que m'a révélé les baguettes, effectivement, c'est que potentiellement, il semblerait qu'on puisse ramener dans cette vie-là des problématiques qui viennent de vie antérieure, qui ne sont pas résolues et qui ont besoin d'être traitées dans cette incarnation-là. Donc les baguettes peuvent montrer ça aussi. Et justement, parce qu'en Ayurveda, c'est intéressant, parce qu'en Ayurveda, parfois on a des troubles qui sont liés à des causes karmiques et qui ne peuvent pas forcément être résolus, parce qu'en fait, c'est des choses c'est des éléments essentiels à l'évolution, en fait, et au plan d'incarnation de la personne. Est-ce que c'est possible de faire d'agir, en tout cas, sur tout ce qui est karmique avec les baguettes? Écoutez, oui, j'essaye, en tout cas. Si vous voulez... Ce qui est intéressant, c'est quand on peut mettre à jour, en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans une incarnation précédente, donc quelle est la problématique. Et les baguettes donc révèlent ça par différentes techniques. Et une fois que la problématique est mise à jour, en fait, je fais des liens avec la personne dans sa vie d'aujourd'hui. Parce que pour moi, cette technique n'a de valeur que parce qu'elle est très cohérente et très concrète, en fait. Quand je donne, quand on arrive à retrouver l'histoire qui s'est passée, je trouve des dates miroirs dans la vie de la personne d'aujourd'hui qui vont en fait lui montrer que cette problématique en partie vient de là. Voilà. À partir du moment où la personne a conscientisé, parce que je ne peux faire ce travail qu'à partir du moment où la personne a conscientisé la problématique et que c'est très concret pour elle. Sinon, ça serait un truc un peu ésotérique, un peu... Voilà. Moi, j'ai besoin que ça soit très concret. J'ai une formation qui m'a permis aussi d'être vraiment dans le réel. Donc, une fois que c'est révélé que la personne a conscientisé, là, on peut agir d'un point de vue karmique, c'est-à-dire qu'on coupe, ça soit des liens karmiques ou des pollutions énergétiques, de manière concrète. Voilà. Mais ce qui soigne, entre guillemets, vraiment, c'est la prise de la conscience de la personne. Voilà. Après, moi, j'agis effectivement du côté énergétique, parce que ça ne peut pas le faire. Mais si je ne faisais qu'agir d'un point de vue énergétique, ça ne suffirait pas. Voilà, la personne doit vraiment conscientiser là où elle en est. Et aussi conscientiser et aussi admettre, alors pas seulement dans le karmique, mais qu'elle est en partie co-responsable de ce qui lui arrive. Pour moi, personne n'est une victime ou là, c'est pas la faute, t'as pas de chance ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment, on est co-créateur de notre réalité. Donc, à partir du moment où la personne peut accepter qu'elle a créé d'une certaine manière cette situation, elle peut effectivement s'en libérer. Et c'est en termes de responsabilité, pas de culpabilité. C'est très différent pour moi. Avec la culpabilité, on ne peut pas faire grand-chose, à part s'amender ou payer sa dette. Alors qu'en se tenant pour responsable, effectivement, on peut agir dessus. Donc moi, j'essaie vraiment d'autonomiser les gens et de les rendre responsables de ce qui leur arrive, parce qu'à ce moment-là, ils peuvent faire quelque chose. Voilà.
Non mais ça c'est vrai que c'est fondamental hein, ce point, c'est que la responsabilité c'est important de l'avoir comme une responsabilité et pas une culpabilité, parce qu'en réalité on est tous acteurs de sa vie et que si jamais on remet tout le pouvoir à l'autre et aux circonstances mais rien ne se passe, en fait on subit, on est des victimes. Et c'est important de le dire parce que j'imagine, en tout cas, enfin moi je le vois beaucoup en consultation, des personnes qui viennent me voir, mais je pense que c'est sûrement encore plus exacerbé en fait dans le domaine de l'énergétique. C'est qu'à mon avis, on pense beaucoup que le praticien, la personne qui va nous accompagner, va nous sauver, et que c'est un peu, enfin, il va trouver la solution pour tous nos maux. Je ne sais pas si vous avez ça vous aussi. Si, tout à fait. Et je trouve que c'est une position très dangereuse hein, en tant que thérapeute, quel qu'il soit, de penser on a le pouvoir de guérir les gens. Je pense qu'on est là juste pour faire un passage à la personne pour pouvoir se transformer. Et ça passe par effectivement la prise de responsabilité de là où elle en est. Et je dirais même pour certaines maladies physiques, ça peut être le cas. Pas forcément, mais ça peut être le cas. Donc quand on a posé cette problématique, on l'a conscientisé et que la personne peut effectivement accepter d'être responsable, en partie en tout cas de ça, elle peut agir dessus. Je pense que moi je dis toujours, j'ai pas des baguettes magiques en fait. Hein. Je ne fais que révéler quelque chose qui est a priori invisible, mais qui est là, qui est présent, qui a un effet en tout cas très concret dans la matière. Et la personne doit accepter effectivement qu'elle en est là pour pouvoir se transformer. Si elle est une victime, effectivement, on ne peut pas faire grand-chose. On ne peut qu'accuser les autres et la situation et l'économie, enfin tout ça, mais c'est pas juste, si vous voulez. Je suis responsable de ma vie, je suis responsable de mes actes. Mes actes ont des conséquences et donc je peux agir sur ça. Voilà. Puis d'ailleurs, c'est aussi le propre de la physique quantique. C'est aussi que, enfin, on peut transformer aussi ce qui se passe hein, dans la matière. Oui, tout à fait. Donc, la physique quantique nous révèle d'ailleurs qu'en fait tout est information, hein, tout est énergie, tout est information et tout est relié. Donc on fait partie de ce grand tout et on peut agir sur ce grand tout. Voilà, on n'a pas la toute-puissance, bien sûr. D'ailleurs, c'est amusant parce que souvent on s'aperçoit que les gens sont dans une forme de toute-puissance. Ils pensent qu'ils peuvent contrôler leur vie, mais on ne peut pas contrôler, on peut tout juste maîtriser. Vous savez, il y a cet adage que j'aime bien qui dit l'oiseau ne contrôle pas le vent, il le maîtrise. C'est-à-dire qu'en fait, il joue avec le vent, mais il peut pas jouer sur le vent, il peut jouer avec, c'est très différent. Donc c'est un peu la même chose. Qu'est-ce que je fais avec ce qu'on m'a fait, en fait? Comment je vais gérer ça hein? Parce que je reçois des gens qui ont des problématiques, des fois dramatiques, hein, il faut le dire. Mais si je les mettais en position de victime, donc d'infantilisation, je ne pense pas que ça leur servirait. Donc je ne suis pas je n'ai aucun pouvoir sur les gens et j'essaie même au contraire de complètement les autonomiser dans ce qu'ils découvrent. Je pense que la clé de la guérison, elle est là. On a toutes les ressources en nous pour guérir à la fois des maladies physiques, émotionnelles, mentales. Et je ne remets absolument pas en cause la médecine, la thérapie, tout ça. Au contraire, hein, bien sûr, ça a son utilité. Mais je pense qu'il faut vraiment responsabiliser les personnes de leur rétablissement ou de leur bien-être. C'est une des clés, en tout cas, pour que ça fonctionne. Ah, c'est très juste. Alors là, vous prêchez une convaincue. Et comment on fait pour savoir si on a justement, si on traîne une empreinte karmique, une pollution karmique, par exemple? Comment on peut savoir que c'est ça? Ah, vous m'interrogez sur un sujet délicat, le karmique. Écoutez, souvent, ce qui se passe, les gens qui ont des problèmes de cet ordre-là, c'est souvent des gens qui ont fait beaucoup de thérapie, beaucoup de développement personnel, beaucoup de recherche, beaucoup de stages, et en fait, leur vie n'a pas vraiment changé. C'est des gens qui sont souvent en opposition, en tout cas, qui ne suivent pas les lois de la vie, hein, les règles de vie, les lois de la vie générale. C'est aussi des gens qui sont souvent très déconnectés, soit du réel, soit de leur lignée. Et principalement, c'est souvent des gens à qui il arrive des choses qui se répètent constamment. Et ils ont beau faire de la thérapie, faire des choses, enfin essayer de s'en sortir, ça se répète. Comme si ils n'arrivaient pas à comprendre pourquoi ça se répétait. Et donc, au bout d'un moment, ils se posent des questions. Hein, et en fait, tant qu'on ne met pas ça à jour, vous savez, on dit la vie va vous resservir le même plat tant que vous n'avez pas compris. Ben, c'est ce qui leur arrive, en fait. Ça continue à se perpétuer malgré leur effort à essayer de changer. Donc souvent, c'est le signe qu'il y a un problème karmique. Voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui ne leur appartient pas de cette vie-là, qu'ils ont ramené, qui n'est pas résolu, qui a besoin d'être mis en lumière et transformé. Et du coup, comment vous procédez exactement dans votre travail? Parce que moi, je sais du coup, et puis vous l'avez un petit peu expliqué aussi là, à travers les différents exemples, mais
Peut-être pour éclairer un peu nos auditeurs, comment ça se passe concrètement? Écoutez, donc quand la personne vient me voir, je lui demande de savoir quelle est sa problématique, hein, donc elle me l'expose. Encore une fois, elle peut être de tout ordre. Et donc on va aller chercher ensemble qu'est-ce qui se passe. En fait, c'est un peu comme une enquête de police ou un jeu de piste, hein. On part d'une demande et puis on va élaborer des choses à partir de ce que nous révèlent les baguettes. Donc encore une fois, des dates, je pose des questions, alors des questions fermées, hein, questions fermées, on ne peut ne répondre que par oui ou non. Donc je pose des questions fermées aux baguettes qui vont être signifiantes. Et puis après, les baguettes vont en fait nous montrer des signes. C'est-à-dire, par exemple, elles peuvent emmener la personne, on va dire, je sais pas, devant une table, devant un tableau, devant un objet. Et je vais demander à la personne qu'est-ce qu'elle ressent, à quoi ça lui fait penser. Et étonnamment, ça c'est vraiment quelque chose d'étonnant, ça révèle quelque chose de sa problématique. Voilà. Donc en fait, c'est comme un peu un jeu de piste, jusqu'à ce qu'on arrive à cerner en fait le cœur du problème. Qu'est-ce qui s'est passé, d'où ça vient? Parce que souvent les gens en fait ont conscience qu'ils ont un problème, mais ils savent pas vraiment d'où ça vient. Et moi, j'interviens une fois que la conscience est faite, encore une fois, donc il y a quelque chose aussi de mental, il y a une compréhension qui se fait. Là, je vais intervenir à un niveau énergétique, c'est-à-dire je vais aller voir sur quel domaine ça se situe. Donc potentiellement aussi sur les corps énergétiques. Voilà, je sais que c'est pas forcément très clair parce que c'est pas facile à expliquer, à part qu'effectivement, moi je me promène avec mes baguettes, hein, je les suis. Hein. C'est très amusant d'ailleurs, c'est très joyeux, même si ça révèle des choses très dramatiques. Bon, moi j'ai la chance, ça fait près de 40 ans maintenant que j'accompagne des gens, donc j'ai vraiment cette chance d'avoir beaucoup œuvré dans ce domaine. Donc j'ai un peu l'habitude, on va dire, d'accompagner les gens. Et j'essaye d'y mettre de la joie, parce que je pense que la joie est importante pour la guérison. Parce que quand je trouve des choses dramatiques, s'apitoyer, ça fonctionne pas toujours. C'est salutaire au départ. Hein. Si on vit un deuil, c'est normal d'avoir un moment de tristesse, de colère, voilà, ou de déni. Mais je pense qu'une des clés de la guérison vient de la joie aussi. Donc j'essaye aussi de mettre quelque chose de cet ordre-là dans mes soins. Et souvent, les gens rient beaucoup avec moi. Je confirme. Oui, ou ils pleurent aussi, mais je confirme aussi. Souvent, voilà. Donc la joie fait partie de ça. Oui, bah là c'est sûr, hein, la joie du cœur et la santé du corps. Complètement. Hein. Oui, c'est dans le thème de votre livre, ça. C'est ça, on est en plein dedans. Et du coup, qu'est-ce que ça apporte concrètement de se libérer énergétiquement? Est-ce que, par exemple, vous avez une expérience à partager avec nous, des petites anecdotes? Parce que souvent, on aime bien avoir des petits exemples pour comprendre. Qu'est-ce que ça peut apporter, en fait, une libération, des pollutions énergétiques? Écoutez, qu'est-ce que je peux vous raconter comme histoire? J'ai beaucoup d'exemples. Alors, une des pollutions que je trouve parfois chez les personnes, c'est des âmes qui sont restées, on va dire, collées sur les corps énergétiques. Donc, ça peut être des âmes errantes, des âmes polluées, des âmes qui veulent rester là pour X raisons. Et j'ai reçu un jour une femme dont le mari avait sauté par la fenêtre 17 ans avant. Elle l'avait quitté parce qu'il était alcoolique et qu'il buvait. Et donc, elle vient me consulter parce qu'en fait, il se trouvait que son fils avait vu quelqu'un tomber par la fenêtre, donc 17 ans après, le jour de l'anniversaire de son père. Donc il avait trouvé ça très, très signifiant. Donc cette personne vient avec cette demande et me dit, voilà ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc effectivement, il se trouvait que l'âme du mari était restée collée sur elle, puisqu'en fait, lui, il ne voulait pas que la relation s'arrête. Donc je dis à cette personne, est-ce que tu serais d'accord qu'on libère cette âme? Parce que c'est pas juste qu'il reste collé à vous. Elle me dit oui, bien sûr. Donc on fait le travail de libération. Et en fait, les baguettes me demandent de trouver un signe de quelque chose que cette âme aurait éventuellement à dire à cette femme. Donc je demande un signe. Mes baguettes m'emmènent sur une bibliothèque, pointent un livre, la page d'un livre. Et quand je lis la phrase, il y avait une seule phrase décrite. Et en fait, donc je lis la phrase à cette personne. Et je dis, ça vous dit quelque chose? Et là, elle me dit, mais vous savez, c'est incroyable ce que vous me dites, parce que quand mon mari a sauté par la fenêtre, il m'avait écrit un mot, et le mot n'était pas fini. Il avait écrit un mot avec 3 petits points, puis il avait sauté par la fenêtre. Et en fait, la phrase que les baguettes avaient trouvée faisait la jonction exactement avec ça. Donc elle me dit, ça fait 17 ans que j'avais cette phrase dans la tête, et là, vous me mettez le bout de la phrase qui me manquait. Et je pense que juste ça a été très libérateur pour elle, en fait. En dehors du fait, effectivement, qu'après, on ait libéré l'âme de cet homme qui était là. Mais voilà, ça mettait du sens, un sens très concret pour elle. Vous voyez, c'est des choses aussi précises que ça. C'est pas quelque chose d'ésotérique ou de mystérieux. Ce sont des signes très, très précis. Ouais,
C'est dingue. Là, c'est vrai que c'est un très bon exemple parce que du coup, grâce à vous, elle a pu avoir une réponse 17 ans après, mais elle a pu avoir une réponse. Tout à fait. Une réponse très précise et qui pour elle faisait sens et la libérer d'un poids qu'elle portait. Et moi, une question que je me pose souvent, est-ce que les pollutions énergétiques, par exemple, elles peuvent affecter notre aura ? Et qu'est-ce que l'aura pour vous, si jamais... Oui, alors ça, il faudrait définir ce que l'aura. Alors, ma grille de lecture de l'aura, on va dire, ma conception, ça serait en fait la somme de tous ces corps énergétiques dont on a parlé, qui créent comme une espèce de bulle ou de rayonnement autour de la personne. Cette aura est en perpétuel mouvement, comme tous les corps énergétiques, ils grandissent, ils rapetissent, parfois il y a des creux, parfois il y a des bosses. Et donc, voilà, c'est comme ça que je conçois l'aura. Et donc, on peut effectivement agir sur l'aura des personnes. Moi, je fais parfois, quand j'ai besoin, je fais en fait une grille de lecture de l'aura. C'est-à-dire que je demande aux baguettes de me faire le tour de l'aura. Et en fait, on va dire le dessin ou la forme de l'aura va révéler quelque chose sur la personne. Donc, je lui dis ce que moi je vois avec les baguettes et elle me répond pour savoir si c'est juste pour elle. Et en général, 99% du temps, c'est exactement la problématique de la personne. Comme par hasard, si le hasard existe. Si le hasard existe. Alors, comment on peut prévenir les pollutions énergétiques, à votre avis, Christophe ? Comment on peut éviter d'être pollué comme ça ? Alors, là, je dirais qu'il faut travailler un peu à tous les niveaux, physique, émotionnel, mental et spirituel. Donc au niveau du physique, alors je vais parler de moi, ça sera plus simple, plutôt que de parler des autres. Moi j'ai une hygiène de vie pas stricte, mais en tout cas qui est importante, c'est-à-dire que je m'alimente bien, je fais régulièrement du sport, de la méditation, et je pense que c'est très important d'avoir cette hygiène de vie. Voilà. Je veux dire, à côté de ça, je travaille trop, donc ça, c'est pas bien. Bon, vous êtes parfaitement imparfait, comme moi. Voilà, tout à fait, heureusement. Oui. Donc ça, c'est au niveau physique. Au niveau mental, effectivement, j'ai fait beaucoup de thérapie, beaucoup de choses comme ça, de développement personnel. Donc j'essaye vraiment de garder mon mental très, très, très éveillé. Je fais de la méditation quasiment tous les jours. Et j'essaye vraiment d'être dans cette hygiène de vie, en tout cas au niveau mental. Au niveau émotionnel, c'est un peu la même chose. J'essaie de ne pas garder les émotions. Moi, j'étais quelqu'un de très timide, très renfermé, et j'ai appris à comprendre mes émotions. J'ai même fait des séminaires sur l'intelligence émotionnelle. Donc, j'ai enseigné ce que j'avais besoin d'apprendre, en fait, comme toujours. Et donc, les émotions sont un facteur important qui peuvent déclencher des maladies. Donc, c'est important d'avoir une certaine forme d'intelligence ou de connaissance émotionnelle. Qu'est-ce que je ressens ? Quelle émotion c'est ? Comment je peux l'exprimer ? Et de quelle manière ? Ça, c'est vraiment important. Et puis après, au niveau spirituel, alors ça, c'est plus personnel. Moi, je ne suis pas religieux, mais en tout cas, j'ai une croyance dans quelque chose de plus grand que moi. Voilà, et j'y fais appel et j'ai beaucoup de gratitude, en fait, pour ce monde qu'on ne voit pas avec les yeux, mais qui est quand même essentiel. Voilà. Donc, j'ai aussi une pratique spirituelle. Donc, je dirais que je parle de moi parce qu'en fait, c'est plus simple de le décrire comme ça, mais je pense qu'on doit travailler sur tous les niveaux. C'est holistique, comme on dit aujourd'hui, c'est très à la mode. Donc travailler sur tous les niveaux, parce qu'en fait, l'équilibre est très précaire. Et si une de ces quatre parties-là n'est pas en équilibre, ça peut créer effectivement un déséquilibre général. Voilà, donc c'est un long travail, mais passionnant. Oui, non, mais je suis complètement d'accord. L'Ayurveda dit la même chose, en fait. L'alimentation, déjà, c'est absolument fondamental. C'est le premier médicament, enfin, c'est ce qui a le plus d'importance. Mais c'est aussi parce que déjà, ça construit le corps. Enfin, tout simplement, en fait, c'est ce qui permet aussi d'impacter. Ça impacte directement notre force vitale, nos énergies. Puis il y a des saveurs aussi dans l'alimentation qui vont avoir des énergies particulières sur les corps physiques, sur les corps subtils, qui vont être favorables à la pratique de la méditation ou alors plutôt à l'inertie. Donc c'est vrai que c'est très important d'être attentif à ça. Et puis d'ailleurs, comme on parlait tout à l'heure des couches, la première couche en fait qui est reliée au premier chakra, au chakra racine, donc à la base, c'est la couche de la nourriture. En fait, on appelle ça plutôt une enveloppe, nous, en Ayurveda, et ça s'appelle Annamaya Kosha. Anna, ça veut dire nourriture, Maya, ça veut dire fait de, et Kosha, c'est enveloppe. Donc, c'est vraiment l'enveloppe faite de nourriture. Donc, on voit bien, en fait, à quel point, déjà, l'alimentation, c'est fondamental.
Et puis l'hygiène de vie, en fait, l'hygiène de vie, comme vous le disiez, c'est aussi les pensées. C'est aussi comment on se parle. C'est aussi, en fait, le temps qu'on s'accorde à soi. Donc, faire de la méditation, de la respiration, avoir une pratique spirituelle qui est nourrissante pour soi, c'est super important, en fait, puisque ça va avoir un impact direct sur nos corps subtils. Et en Ayurveda, les corps subtils, en fait, ils ont une espèce de puissance électrique cette puissance électrique va nourrir, en fait, le corps physique. Donc, on voit que les pensées ont vraiment un impact direct sur le corps physique parce qu'en fait, elles sont de toute façon à l'origine... à la base, en fait, du carburant, en fait, du corps physique d'un point de vue plus subtil. Donc, c'est pas du tout un détail, en fait. Tout à fait. Et l'image qui me venait quand vous parliez, c'est comme si en nourrissant mon corps physique, mon corps émotionnel, mon corps mental, j'allais nourrir mon âme, en fait, mon corps causal. Donc, c'est comme si c'était une nourriture de l'âme, en fait, tout ça. C'est un ensemble de choses qui fait que je peux être dans un équilibre, pas parfait, mais en tout cas juste pour moi, qui me maintient dans une bonne santé physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Donc il s'agit vraiment de nourrir tout ça, tous ces corps-là. C'est tout à fait ça. C'est magnifique. Magnifique. En tout cas, mes chers pépites, si vous avez envie d'expérimenter, vous trouverez les coordonnées de Christophe Depierre directement dans la description de cette émission. Et puis, vous pouvez le contacter aussi pour des accompagnements individuels, mais aussi pour des formations de radiesthésie, pour utiliser les baguettes. Tout à fait. On forme les gens à cette pratique aussi. Oui. Et d'ailleurs, tout ça, vous faites les formations et puis l'accompagnement individuel, ça peut être à Paris ou ailleurs en France, hein, vous vous déplacez. Tout à fait, oui. Je travaille beaucoup en Suisse notamment. Et en ce qui concerne les projets en cours, du coup, Christophe, vous êtes en train d'écrire un livre, hein, c'est ce qu'on était en train de... c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous finalisez l'écriture d'un livre qui est sur justement le travail des baguettes, un livre qui promet vraiment d'être fascinant. Ce sera un ouvrage qui parlera de votre pratique et puis de votre vécu professionnel et puis personnel aussi avec le travail de la radiesthésie et puis qui permettra également d'expliquer de façon simple et accessible ce que vous faites, de l'accès en fait que vous avez au monde de l'invisible dans un monde rationnel. Moi qui ai déjà expérimenté votre travail à plusieurs reprises, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le livre? Sur en tout cas le sujet, hein. Bien sûr on ne va pas dévoiler. Hein. Sur le sujet, écoutez, je vais essayer de donner de l'information, parce que je ne prétends pas apporter des réponses toutes faites, puisque dans ce domaine-là, pour l'instant, on ne peut pas vraiment démontrer scientifiquement, même si, encore une fois, la physique quantique commence à démontrer des choses de cet ordre, hein, heureusement. Et merci aux physiciens d'avoir fait ce travail. Je vais en fait partager mon expérience sur qu'est-ce que m'a révélé cet invisible, en fait. Parce que, comme toujours, hein, en faisant ce travail, en fait, c'est d'abord moi que ça a aidé. Hein, en premier lieu, j'ai consulté pour moi, je l'ai fait pour moi. Et ce que j'ai envie de partager, c'est cette passion que j'ai autour de ce travail qui, pour moi, on va dire, réenchante le monde. C'est comme si tout d'un coup, avec les baguettes, on mettait en scène quelque chose qui n'était pas visible par les yeux, mais qui est très concret, en fait. Encore une fois, moi, j'ai besoin que les choses puissent être vraiment concrètes pour les gens, rationnelles même d'une certaine manière. Même si on est dans un domaine totalement irrationnel, on pourrait dire. En tout cas, ce que montrent les baguettes est très rationnel. Et potentiellement, ça ouvre ce champ de conscience. C'est comme si on pouvait travailler à différents niveaux de conscience, hein, ce que nous montre aussi la physique quantique. Il n'y a pas une seule réalité. Notre esprit un peu cartésien, rationnel, nous fait croire que nous sommes que dans ce monde matériel, mais finalement, il y a d'autres réalités. Et cette expérience que moi j'ai eue depuis toutes ces années m'a donné une joie immense, une espèce de gratitude plutôt, je dirais, d'être en vie et de pouvoir être le témoin émerveillé de ce qui se révèle devant moi. J'ai souvent l'impression d'être comme un enfant, en fait, qui découvre le monde, qui me dit « mais c'est extraordinaire ce truc, c'est incroyable, quoi ». Il y a tellement plus de choses que ce que je ne sais ou que je ne vois qu'il faut vraiment le partager. Et moi, j'ai vraiment à cœur de partager ça. C'est tellement passionnant. Ça donne du sens, en tout cas. Dans ce monde qui en manque souvent, ça donne vraiment du sens. C'est vrai que dans votre pratique, vous êtes toujours enthousiaste. Et du coup, là, avec tout ce que vous m'avez dit, ça révèle bien l'origine même presque du mot de l'enthousiasme, hein, trouver Dieu en soi, de Anthéos.
Donc c'est vraiment ça. Est-ce que vous auriez un petit mot de la fin pour nos pépites, nos auditeurs, Christophe, quelque chose que vous souhaiteriez ajouter? Écoutez, ça peut paraître paradoxal, mais j'ai envie de dire que la souffrance, en fait, est une source d'éveil. C'est ce que j'ai constaté pour moi et pour tellement de gens. Et moi, j'ai appris à presque honorer la souffrance, ou en tout cas en faire une alliée plutôt qu'une ennemie. Parce que si je sais regarder ce qu'il y a dans cette souffrance, il y a des pépites, comme vous dites, ou en tout cas, il y a des révélations importantes qui me permettent d'être plus éveillé. Donc j'ai le choix d'aller regarder ça et de le transformer pour en faire quelque chose de plus juste et qui va m'éveiller à ce champ de conscience dont on parlait. Donc j'ai envie de remercier quelque part, moi, toutes les souffrances que j'ai eues dans ma vie, parce que c'est elles qui m'ont permis aussi de m'éveiller. Alors je vous dis ça à l'instant T, mais quand j'étais dedans, je râlais, j'étais pas content. Mais une fois que j'ai pu les dépasser, ça a été une source incroyable d'éveil et de progression personnelle. Et je suis encore loin d'avoir fini, mais en tout cas, quelle chance. Donc j'ai envie de dire aux gens qui souffrent, et Dieu sait s'il y en a, peut-être qu'au bout du tunnel, il y a une lumière. Et ben voilà, on va pouvoir terminer cette émission sur une magnifique note de gratitude. Un grand merci à la vie, du coup, pour tout ce qu'elle nous apporte. En tout cas, mes chères pépites, si jamais vous souhaitez être au point sur toutes les actualités de l'Ayurveda Sourire, vous pouvez bien évidemment me suivre sur les réseaux sous Mihira Ayurveda, M-I-H-I-R-A, et vous pouvez me retrouver également sur mon site internet et venir en consultation si vous le souhaitez. Merci beaucoup Christophe pour ce moment de partage. Merci à vous, c'était passionnant. Et ouais, merci pour toutes ces informations passionnantes. Passionnant, c'est vraiment le mot. Et puis un grand merci mes pépites pour votre attention. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous envoie une myriade de sourires et surtout, souvenez-vous que la joie du cœur est la santé du corps. À très bientôt. L'Ayurveda Sourire, une émission présentée par Gwenaëlle Battard, praticienne en médecine ayurvédique, herbaliste, auteure et conférencière.